Bonsoir à tous. Je suis Tsuyo Shitane, architecte japonais installé à Paris. Ce soir, je voulais donner une conférence de archéologie du futur, mais anglais. We are ATA. Voilà, on s'appelle ATA, c'est l'atelier Toyoshani Tane Architect. Nous sommes basés à Paris. Voilà notre atelier de Paris, dans le 2e arrondissement, tout près de la gare de Lyon. C'est un très bel endroit, très bien éclairé. Donc au quotidien, nous avons beaucoup de lumière. Comme vous pouvez le voir, lorsque nous avons emménagé dans ces locaux en 2019, après l'avoir meublé et travaillé dedans, avec notre équipe de 25 architectes internationaux, voilà où on fait notre travail, voilà où on produit nos projets. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes une génération qui ne représente pas nécessairement les pays, nos pays d'origine. Comme moi-même, je suis né au Japon, mais j'ai vécu en Suède, au Danemark, j'ai vécu à Londres et puis à Paris. D'autres sont nés en Italie, ont fait leurs études en Estonie, avant de venir travailler à Paris. D'autres encore sont nés en France, ont étudié au Japon, et sont revenus travailler en France. Donc aujourd'hui, notre génération a sa manière d'apprendre et de comprendre les cultures internationales pour savoir ce qu'un architecte peut faire pour l'avenir et pour le futur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de l'architecture en tant que mémoire. Notre manifeste s'appelle l'archéologie du futur. Cette image a été prise, comme vous pouvez le voir, c'est une vue de New York. C'est peut-être une des plus belles villes que vous avez jamais vues. Et c'est une ville qui a énormément d'énergie. Une très grande ville, je dois dire. En même temps, c'est peut-être la plus grande ville du XXe siècle, la plus réussie. New York a été un tel succès en termes de création de l'espace. Le centre-ville se développe verticalement pour produire toujours plus d'espace, toujours plus de mètres carrés. On augmente l'espace en poussant la verticale. En même temps, à la fin du siècle dernier, les gens quittent les zones rurales pour investir des villes qui se développent de manière horizontale. Donc, on ne voit plus que ces images qui pourraient être des villes de l'Europe du Sud. En réalité, c'est une photo de Shanghai. Vous pourriez penser que c'est Tokyo, mais non, c'est Sao Paulo. Donc, les images ne nous disent plus ce que c'est, ne nous disent plus de quelle manière notre avenir se développe. Là, vous reconnaîtrez peut-être quelque chose parce que c'est une photo de Paris. Alors, de par la topographie du pays, il y a une partie qui est à l'extérieur de la ville. Vous voyez, ce petit coin-là a commencé à être construit. Alors, dans le temps, on construisait des bâtiments en béton, mais ils ont été démolis. Ces bâtiments qui étaient modernes à une époque ont vieilli et ne sont plus des bâtiments neufs, vieillissent avant d'être démolis et pour laisser la place à de nouveaux développements. Donc la question est de savoir si la nouveauté, cette nouvelleté de notre vie, est-ce qu'elle est renouvelée par une nouvelle nouveauté, nécessairement.
Aujourd'hui, l'architecture promet toujours un bel avenir, ou ce qu'on pense être l'architecture vise à créer un avenir mémorable. Donc, en tant qu'architecte, lorsqu'on nous donne un projet et un site, ce qu'on a voulu faire, le plus souvent, c'est se considérer comme des archéologues pour d'abord explorer l'histoire, la mémoire du passé. On a très souvent oublié de poser la question à quoi a servi ces lieux? Qui sont les gens qui ont vécu, qui ont œuvré sur ce lieu? Donc, on fait des fouilles pour trouver quel était le passé, parfois pour découvrir quelle était la vie archéologique de ce lieu. Donc cette approche de l'architecture, en commençant par un regard sur le passé, et pour amener ce passé dans le présent, voire même l'avenir. C'est notre façon d'approcher l'architecture. Je vais aujourd'hui vous parler de 6 projets. Le premier d'entre eux, c'est le Musée national d'Estonie, que nous avons exposé dans la galerie de la Cité. Le projet a duré de 2006 à 2016. L'un des grands moments historiques, 1989, où l'Estonie était occupée par l'Union soviétique, et donc les Estoniens et les Lituaniens se sont tenus la main pour créer une chaîne humaine appelée la chaîne baltique. Cette chaîne était visée à réclamer l'indépendance de ces pays baltiques. Après ces manifestations en faveur de l'indépendance, en 2005, l'Estonie a voulu ouvrir un concours international pour le design d'un musée national estonien. Beaucoup de pays ont déjà un musée national, mais demandent aux architectes de participer à un nouveau concours pour concevoir un nouveau bâtiment pour y loger un musée national estonien. Alors, le site qui a été désigné est marqué en orange. D'habitude, on regarde le site, on essaie de comprendre la topographie, de comprendre ce de quoi il pourrait retourner. Après un certain temps, on a commencé à regarder donc ces pays tout en blanc. Ensuite, on a découvert petit à petit que c'était un ancien aérodrome soviétique, que cette terre était inoccupée en friche. Après cette découverte de l'aérodrome militaire, nous avons voulu explorer la possibilité de prolonger ce passé douloureux pour aller vers le futur, pour aider à créer une identité nationale. Le bâtiment lui-même fait 72 mètres de large et 350 mètres de long. La piste fait une longueur totale de 1,5 km dans l'axe du bâtiment. De l'entrée, une grande voûte vers un pont et le toit qui descend petit à petit vers la piste. J'étais jeune, je le reconnais, avec mes 2 anciens associés, Nagotome et Androme. Nous étions 3 jeunes architectes qui participions pour la première fois à un concours et nous l'avons remporté. Nous sommes devenus de vrais architectes. J'avais 26 ans à l'époque et on ne savait pas quoi faire. Donc, remporter un concours, c'est bien. C'est demander comment concevoir. En fait, il fallait que les architectes sortent du studio et rencontrent les gens. Et c'est une des premières fois qu'on a visité le site avec le directeur du musée pour regarder ce site au milieu de nulle part. Comment s'imaginer qu'on pourrait créer un musée national avec le site qu'on nous proposait? Après de longs pourparlers, nous avons rencontré les investisseurs, les cités de construction tous les mois. Donc déjà au bout d'1 an après avoir remporté le concours,
Beaucoup s'étaient intéressés, désintéressés. Tous les mois, on venait présenter donc l'avancement du projet pour expliquer que ce grand projet de jeunes architectes allait pouvoir faire de très belles choses. Beaucoup d'images, de maquettes, beaucoup de communication. À un moment donné, quelqu'un est venu nous dire « Ah, j'ai une idée. J'ai des idées. » Sa grande idée, c'était de construire notre musée national. Et il a donc découpé donc l'aérodrome pour créer une rocade, un terrain de foot, une patinoire, un supermarché, des parkings. Il avait déjà réalisé un 3D et il était prêt à entrer en négociation. C'était donc l'élu local responsable du terrain qui n'appartenait pas à Tartu, la deuxième ville d'Estonie. Mais le maire avait donc un intérêt économique pour attirer un investisseur. De toute évidence, nous n'étions pas très heureux. Mais derrière nous, il y a beaucoup de pression de la part des gens en costume pour dire oui. On ne savait pas quoi faire dans ces conditions. On a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc, on a appelé des amis architectes estoniens pour dire qu'il nous faut d'autres solutions. Plutôt que ce qui est proposé, nous devons donc régénérer ce type de site de banlieue. Donc, on a appelé des amis pour trouver un plan directeur permettant de préserver ce monument historique qu'était l'aérodrome. Donc la forêt pouvait cacher des choses qui nous permettraient de faire de très belles choses sur le plan économique. En 2008-2009, on a eu la chance, il y a eu la crise qui a vu la fin de Lehman Brothers et beaucoup d'investisseurs ont disparu tout simplement du projet. En même temps, en raison de la crise économique, le budget du musée a été gelé et le projet a été mis en friche pendant presque 2 ans. Cela dit, il y avait une telle volonté de création de ce musée national, le pays le voulait. Si bien qu'en 2013, on a réussi enfin à faire signer le constructeur. 36 mois de construction, réalisé 34 000 mètres carrés, donc un très grand projet. Après 8 ans d'études pour voir devant nous la première phase de la construction, une expérience incroyable que de voir vos dessins devenir réalité. Au-delà de ces 36 mois dans un pays nordique où on continue à couler le béton même à des températures extrêmement basses, moins 20 degrés. Un jour, j'ai reçu un appel de toute urgence pour venir sur le site valider la façade. C'est un des aspects les plus importants du design parce que la façade devait couvrir la totalité de l'extérieur. Ils avaient préparé un échantillon. C'était un tout petit morceau de verre. N'oubliez pas, 350 mètres de long. Et il fallait couvrir presque 1 kilomètre de façade. Donc on a dit l'échantillon est trop petit. Il faut trouver une autre façon de faire. Donc, il a sorti d'autres échantillons du camion pour dire voilà, j'ai un autre échantillon. Est-ce que vous préférez ça? Voilà la situation dans laquelle je me trouvais. Il fallait choisir. Et je dois dire, j'ai subi beaucoup de pression. Mais n'oubliez pas que ça faisait 8 ans quand on attendait pour réaliser notre conception. J'ai dit, je ne peux pas choisir à partir de ces 2 petits échantillons. J'ai demandé, est-ce que vous pouvez attendre demain matin? La lumière sera différente et l'apparence extérieure sera différente. Peut-être que je pourrai arriver à prendre une décision. Le lendemain matin, la lumière était différente et l'aspect physique de la façade était différent aussi. Et il y avait une trentaine de personnes qui attendaient la décision. J'étais seul à prendre cette décision. Beaucoup de pression, ce n'était pas facile. Mais il a fallu faire un choix.
en haut à droite, j'ai choisi donc l'échantillon en haut à droite. Et tout d'un coup, quand j'ai dit celui-là, cette pression est devenue une très forte énergie. Et tout le monde était ravi de dire, voilà, ce sera ça, l'aspect de notre musée. Voilà. Cette décision a vu la réalisation de cette façade quelques mois plus tard. Et j'ai appris ce jour-là qu'être architecte, ce n'est pas que concevoir, c'est aussi prendre des décisions qui engagent l'avenir. C'est aussi ça le travail de l'architecte. C'est important de dire qu'il y avait beaucoup de pression, mais en même temps, c'est important que votre vision prenne forme. C'est ça, toute l'importance d'être architecte. Quelques mois plus tard, l'aérodrome s'est transformé en musée national et au mois d'octobre 2016, on a achevé le projet. Nous avons levé donc vers l'entrée pour l'ouvrir sur la ville. L'hiver, n'oubliez pas, c'est couvert de neige et le paysage est blotti dans la neige. C'est un peu ça l'Estonie aussi. Avoir une grande canopée ouverte à l'entrée dans l'axe ouest-est, donc pour l'arrivée au musée, avoir cet espace public qui s'ouvre pour différentes cérémonies, différents événements, ça aussi c'est intéressant. L'entrée du musée, ce n'est pas seulement un musée où il y a des expositions, mais il y a aussi un espace public où on organise des événements. On peut utiliser ce musée comme un musée du XXIe siècle pour y réaliser des activités. Fort heureusement, cet espace public se prête bien à des événements. Tous les week-ends, on y organise des événements de danse sur ce qu'on appelle la plaza du musée. Tout le monde peut venir déjeuner donc au restaurant qui donne sur le lac pour observer ce magnifique paysage. Et un de ces grands défis qui était le choix de la façade, c'est un octagramme. C'est les 8 directions de l'espoir qui est vraiment au cœur de la culture estonienne. Donc le musée, c'est aussi un long voyage qui part de l'Estonie d'aujourd'hui, qui remontait le temps, les débuts de la chrétienté, l'âge de pierre, l'âge de l'ère glaciaire, l'ère glaciale plutôt. Donc en cheminant le long de ce voyage, tout le long, le plafond baisse et l'espace se réduit. Lorsqu'on sort à l'autre extrémité, on retrouve cette piste presque à l'infini qui traverse la forêt. Le 1er octobre 2016 a eu lieu une grande cérémonie qui a duré presque 6 heures. Cérémonie d'ouverture où le président est venu faire un discours. Un très grand moment pour la nation estonienne, un grand moment dans sa construction. 2018, c'était le centenaire donc, de la République d'Estonie. Normalement, ça aurait été à Tallinn, mais la plus grande ville, mais on a choisi Tartu donc, pour la deuxième ville d'Estonie pour célébrer le centenaire. Aujourd'hui, chose surprenante, le musée n'est pas qu'un musée, mais on y organise quelques 600 événements par an. Toutes sortes d'activités différentes, des performances, des concerts. L'une des plus grandes surprises, c'est cet événement extérieur. C'était le concert de Metallica, les rockers métalliques qui ont organisé le plus grand concert jamais organisé en Estonie, sur l'aérodrome, l'ancien aérodrome soviétique. Après l'achèvement, ça va faire le 10e anniversaire, donc on va dire que c'est un projet très réussi. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un endroit magnifique.
Le deuxième projet dont je voudrais vous parler, c'est donc immédiatement après, dans la foulée, nous avons remporté le concours pour le musée d'art contemporain de Hirosaki, au Japon. Hirosaki est au nord, dans la préfecture d'Aomori. Au XVIIe siècle, c'était un château autour duquel s'est construite la ville de Hirosaki. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup de bâtiments de ce type, avec des structures en briques. L'un des fondateurs s'appelait Tosuke Fukushima, qui voulait créer une nouvelle entreprise, donc une brasserie de saké. Mais il avait suffisamment de vision pour dire que même si mon projet échoue, ce bâtiment en briques fera partie du patrimoine de la ville future de Hirosaki. Donc, au Japon, on construisait des bâtiments en bois, mais avec ces technologies modernes, avec ces matériaux qui arrivaient. Fukushima était un des premiers à construire des bâtiments en briques dans la ville de Hirosaki. Par la suite, ils l'ont développé pour créer donc une brasserie pour fabriquer le saké. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une baisse de la production de riz, une pénurie de riz, et il n'y avait plus moyen de fabriquer du saké. En revanche, on cultivait beaucoup de pommes, d'où venait l'idée de faire du cidre. On a même invité des techniciens, des experts français, pour aider à faire les premières bouteilles de cidre dans cette usine à Hirosaki. Cela dit, cette production s'est arrêtée au bout de quelques années et le bâtiment était en friche depuis une vingtaine d'années. Mais plutôt que de démolir ce site, ces bâtiments, en règle générale, au Japon, on démolit l'ancien pour reconstruire du nouveau. Mais la ville a voulu conserver l'ancien et faire de ce bâtiment quelque chose de dans le genre musée d'art contemporain. Pour nous, c'était la première fois qu'on a participé à un concours de ce type au Japon. Fort heureusement, vous ne savez pas lire ça, mais il y a 70 règles qui s'appliquent pour les anciens bâtiments. Si vous voulez les conserver, il faut les moderniser, les régénérer, les rendre conformes à tout ce cahier des charges très exigeant. En l'occurrence, il y avait un héritage, un patrimoine qu'on voulait conserver. Mais quand on rénove, on a tendance à faire du moderne. Il a fallu trouver des idées différentes. Pas de la rénovation, mais proposer une continuation patrimoniale plutôt que l'innovation. Donc, ajouter des briques, renforcer l'identité pour avoir plus d'unité. Au-delà de cette mémoire du cidre, qui est un peu au cœur de notre idée. Mais les premiers cidres du Japon sont sortis de ces bâtiments. Mais l'autre idée, c'était de prendre ce toit en titane pour le reflet. C'est-à-dire, c'est plutôt un musée d'art qu'une usine. Il fallait donc renforcer la structure, c'est-à-dire que la brique, en général, on rajoute davantage de béton ou d'acier pour renforcer, pour tenir pendant les tremblements de terre. Mais ces briques étaient donc une vieille construction. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a percé du haut, on a percé sur une hauteur de 9 mètres pour renforcer, pour compresser la brique. Donc, avec la compression, a créé dans un trou d'un diamètre de 32 mm, 32 cm. Donc, ça nous a permis de renforcer le bâtiment sans l'endommager. On a appris ces techniques italiennes et françaises pour la conservation du bâtiment et on a essayé de comprendre toujours ce qu'il convenait de faire pour consolider au mieux. On ne peut plus faire ces vieilles briques, mais on a appris
d'après la couleur et l'état, on a compris ce qu'on pouvait faire avec nos technologies modernes pour équilibrer ces techniques, pour trouver un équilibre avec ces différentes couleurs. L'intérieur avait été endommagé aussi. Il a fallu vérifier l'état. Comme vous le voyez, l'intérieur avait également du crépi. Et le bâtiment ayant été pas mal secoué par les tremblements de terre, on a voulu préserver ce crépi qui fait partie donc de la mémoire du bâtiment, mais pas moyen de conserver ce crépi par les fissures. Cela dit, il n'y avait plus de budget pour les besoins structurels. La question qui se posait donc, comment faire en sorte d'utiliser ce qu'on a. On a demandé l'autorisation d'enlever le crépi. Et c'est vrai qu'il y avait de la brique derrière le crépi. J'ai été surpris, mais c'était normal d'être surpris. On s'est dit, enlevant le crépi à la main, c'était beaucoup de travail, mais un être humain peut donc dénuder ce mur. Donc, ces briques avaient été recouvertes par du crépi depuis plus d'un siècle, mais en le mettant en lumière à nouveau, on a retrouvé un sol qui continue donc l'effet brique pour créer un dialogue entre les briques centenaires et les briques récentes au sol pour créer un dialogue quasi intemporel au cœur du musée. Pour d'autres parties du musée, il a fallu donc importer donc ces travées très importantes depuis l'Angleterre, tout en conservant ces structures et en enlevant donc le crépi pour redonner vie aux briques. Autre aspect dans la structure métallique a été importé de France, Camille Poncelot, l'ingénieur très connu, qui était aussi bien connu que Gustave Eiffel. On a trouvé que c'était une très bonne idée d'importer cette idée structurelle depuis la France et de conserver en France. Voilà donc une galerie qui était recouverte avec un produit destiné au riz dans un premier temps, donc un goudron qu'on utilisait dans la production du riz. Mais pas d'entrée non plus, il a fallu donc créer une ouverture, de créer une voûte en briques pour pousser, pour amener le public vers l'entrée. Donc, on en a fait une entrée accueillante où le musée n'est pas qu'une galerie, mais également un espace public où on expose différentes œuvres d'art. 3 ans plus tard, le musée était terminé et couvert par ce toit doré en titane. Or, la lumière chauffe à travers donc, le titane, et tout en créant un aspect qui fait partie du paysage, qui montre, je pense, de façon très unique à quel point cette construction fait partie du XXIe siècle et de son environnement. Et ça, c'est le 3e musée à Paris, et qui est aussi important et qui est montré dans la galerie pour l'exposition. Je vais expliquer ce que c'est Place de la Concorde. Il y a 2 bâtiments, Place de la Concorde, qui ont été construits par Louis XV, par l'architecte Jacques et Gabriel, qui avait eu pour mission de Louis XV de construire pratiquement le palais de Versailles dans la ville de Paris. Et il a fait ce projet de la Concorde pour montrer la façade, qui est évidemment une partie importante du projet. Nous avons été appelés à cet hôtel de la Marine en 2017. C'était un bâtiment fermé. Je savais qu'il y avait un bâtiment, mais il n'avait jamais été ouvert au public. C'était
l'hôtel de la Marine, et la Marine ne l'avait pas utilisé depuis un certain temps. Et le Centre des monuments historiques nationaux a décidé de rénover l'endroit pour faire un musée historique dans l'hôtel de la Marine. Au dos de l'hôtel, vous avez une structure qui faisait partie, enfin, dans lequel on avait stocké les meubles de Louis XV. Et il y avait les fondations privées, les fondations de la collection privée Altani. Notre défi, ça a été de relier ce monument historique à l'arrière pour créer un musée. Il y avait beaucoup d'amiante à l'arrière et il a fallu beaucoup démolir pour enlever l'amiante et nous avons dû tout vérifier. Et étant donné l'importance de la façade, il fallait la protéger, tout en présentant la collection Altani. Et il fallait donc juxtaposer à la fois la collection et le bâtiment et assurer une continuité. Donc, nous avions ces chefs-d'œuvre dans 3 galeries différentes que vous voyez de gauche à droite pour différents types d'expositions. Et puis, nous avons découvert quelque chose d'intéressant, c'est que l'hôtel de la Marine avait un sol qui était comme le parquet de Versailles, qui avait été inventé à Versailles, parce qu'à Versailles, on avait couvert les dalles de pierre par du parquet. Et on a donc commencé le parquet à Versailles pour couvrir ces sols en pierre. Et le parquet de Versailles a servi de modèle, mais techniquement, aujourd'hui, on peut avoir des sols en pierre qui ne sont pas trop lourds. Donc, vous avez ici différentes galeries avec différentes pierres au sol. Les vitrines ont été conçues à l'origine par une compagnie italienne qui a fait cela individuellement avec du titane et une technique qui fait qu'il n'y a aucune ouverture des vitrines. Et puis, vous avez une galerie de 18 mètres de long, sans structure, qui devait être ouverte, et un grand espace de galerie, la galerie 3, avec des blocs de glace de 2 mètres de large. Et vous voyez que c'est difficile d'y accéder pour installer les collections. Et puis, il y a aussi un point important, c'est que vous avez des ornements dans l'hôtel de la Marine de style rocaille et qui étaient presque en train de disparaître, qui avaient été oubliés entre le baroque et le rococo. Ça a été inventé en France pourtant, sous Louis XV. Et nous avons essayé d'utiliser cela pour présenter les chefs-d'œuvre à l'entrée. Et c'est un type d'ornementation que nous avons repris. Vous avez un escalier d'honneur et puis vous arrivez dans la première salle de la collection Altani où vous avez quelques chefs-d'œuvre qui sont exposés. Et en fait, il y a quelques 30 000 pièces dans la collection. Pardon, il y a 30 000 pièces qui ont été conçues pour faire cet effet-là. Ça, c'est la deuxième galerie, avec des masques d'êtres humains
qui remonte à l'ère mésopotamienne en passant par les Égyptiens, les Romains, etc., les Mayas également, avec différentes civilisations. Et vous pouvez donc voir tous ces masques. Et à partir du 19e siècle, vous avez aussi des masques africains. Et c'était vraiment une galerie extraordinaire pour exposer des masques. Et la galerie 3, c'était une galerie temporaire, il fallait pouvoir, contemporaine, il fallait pouvoir changer le contenu. Ici, vous pouvez voir toutes les œuvres d'art. Et puis, vous avez 18 mètres de couloirs de galeries avec différentes civilisations et ça vous ramène à l'entrée. Le projet suivant est l'un de ceux qui a été construit en Allemagne. Ça s'appelle la Vitra, la maison Vitra. C'est à Weil am Rhein en Allemagne. C'est presque un terrain de rêve. Le campus a été conçu par des architectes. Sanna Frangheri, c'est lui qui avait fait le tout premier projet. Et puis Renzo Piano, et puis d'autres très connus. Et c'est un campus donc avec des pavillons d'architectes célèbres. C'est un peu un terrain de rêve pour les architectes. Et ce que vous voyez, le président disait qu'il avait vu mon exposition et qu'il voulait que je prenne un des projets du campus Vitra. Et je dirais que mon cœur a fait des bonds. C'était tellement extraordinaire. Et le projet, pour ce projet, il a invité un jardinier à faire un jardin sur le campus pour modifier le comportement du public par rapport au jardin et pour les générations futures. Et son idée, c'était que les gens viennent volontairement s'occuper du jardin et qu'ils restent. En même temps, après la première réunion, il a dit que c'était très important pour les générations futures qu'on comprenne l'importance du changement climatique et il m'a demandé si je pouvais symboliser cela, démontrer cela. Alors c'est un petit projet, mais avec une mission extrêmement complexe à transmettre. Donc un petit projet, mais vraiment intéressant, et qui montre ce qu'est Vitra et qui a fait le jardin. Ce sont des êtres humains, mais qu'est-ce que ça signifiait tout ça? Donc nous avons passé un mois à faire des recherches, parce que ce sont les Égyptiens qui ont commencé à créer des jardins. Donc nous avons appris différentes approches de jardin, de nature humaine. Et nous avons vu comment Vitra avait conçu son jardin pour essayer de tester différents modèles. Parce qu'au début, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on s'est dit on va tester. Voilà comment on va approcher la conception architecturale du jardin. Et à un moment donné, le patron nous a dit qu'il était important d'avoir un musée extérieur, qu'il y avait un musée extérieur
en Suisse qui avait recueilli énormément d'objets intéressants sur le vocabulaire, la langue de l'architecture vernaculaire de la région. Et nous sommes donc allés dans ce musée, nous sommes allés voir la grammaire, le vocabulaire, la langue de cette architecture vernaculaire pour essayer de recomposer à partir des villages existants et pour concevoir, par exemple, la maison du jardinier, pour voir ce qu'on peut faire par rapport au changement climatique. Donc, nous avons essayé de concevoir différentes idées et nous avons essayé de réfléchir aux proportions, aux modes de construction, parce que ça paraissait important. Et nous avons voulu utiliser beaucoup de ressources du sous-sol pour justement révéler les questions de climat. Mais en fait, en tant qu'architecte, on s'occupe de matériaux qui sont sur la terre, au-dessus du sol. Les arbres, l'eau, la terre, les pierres, etc. Mais il est important, ça c'est à l'intérieur, c'est assez simple, vous avez des gens qui viennent, qui peuvent boire une bière ou déjeuner ici, ça ne fait que 15 mètres carrés. Nous avons demandé à une entreprise de construction avec qui elle travaillait et qui avait le genre de compétences qu'il nous fallait. Nous avons donc voulu contacter les maçons qui se trouvaient à 15 km du site pour savoir quelles pierres ils utilisaient, comment ils allaient choisir les pierres et où, et comment ils marquaient les pierres qu'ils allaient retenir. Donc nous avons appris d'eux. Et nous avons appris des artisans qui étaient très proches du territoire et ils pouvaient nous apprendre, par exemple, comment couper le bois dans la forêt noire en utilisant aussi peu de machines que possible pour avoir du bois massif, etc. Et la dernière partie, ça a été l'une des plus difficiles parce que nous avons dû appliquer la réglementation concernant les questions de sécurité dans les bâtiments. En Allemagne, c'est important. Mais vous avez des fabricants de cordes de 7e génération qui savent comment faire des cordes originales pour des escaliers, par exemple. Donc, même avec 15 mètres carrés, qui est la plus petite structure, vous avez une trentaine de personnes ou d'entreprises différentes qui travaillent, qui interviennent, mais qui permettent d'avoir un projet local. La construction a commencé par le projet de 15 mètres carrés qui nous a pris 3 mois pratiquement à construire parce qu'il a fallu récupérer les matériaux et construire, mais nous ne voulons rien qui soit en plastique, mais nous voulions une bonne isolation, des matériaux isolants de bonne qualité. Et voici une illustration. Ça, c'est la dernière partie du fabricant de cordes. Je ne comprends toujours pas comment il fait, mais il fait des cordes comme ça, et ça marche. Et puis, les gens de Vitra sont invités à faire pousser des légumes. Il y a un jardin potager. Ça, c'était en 2014 qu'il y a eu l'ouverture de cette maison et au-dessus, sur le toit, vous ne pouvez avoir en principe que 8 personnes, mais ils sont venus voir. Heureusement,
la construction était suffisamment stable pour que les gens puissent monter et descendre. Donc voilà ce que nous avons fait et ça fait partie du paysage maintenant et du campus et avec la continuité du projet dans le paysage. Nous avons invité différentes personnes dans cette maison du jardin et pour voir les différentes parties du campus. Voici l'une des photos de nuit que j'ai prises et j'ai été surpris de voir que... Enfin, le patron m'a dit qu'il pensait que ça serait son dernier projet, mais qu'en fait, ça s'intégrait tellement bien que non. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que le bâtiment n'était pas lié à une époque particulière. Les deux derniers projets dont je vais parler, ce sont des projets en cours à Tokyo. C'est également une partie importante du projet qui va être réalisé. Le premier, c'est la ferme 388. C'est une carte de la période Edo. Il y avait une grande construction qui s'appelait Tamagawa River, donc la rivière Tama, qui amenait de l'eau potable à Tokyo, donc que les gens pouvaient boire. Et là, les deux frères Tamaga ont voulu des constructions. Et ce grand travail sur la rivière Tamaga fait partie du quartier de Shibuya. Mais maintenant, on a beaucoup construit partout, tout autour. Donc, quand vous voyez notre site, vous voyez qu'il y a des couches et des couches de villes qui ont été construites là. Mais aujourd'hui, étant donné la modernisation après la Deuxième Guerre mondiale, le cours d'eau a été couvert par une route. Ça, c'était la condition d'aujourd'hui. Et le maire de Shibuya nous a contactés en disant qu'il voulait un endroit pour la communauté qui puisse retrouver la ligne ou l'esthétique de New York. Mais quand on regarde ça, on voit que il y a beaucoup de gens qui voulaient faire quelque chose et en fait, l'idée, c'était que cette rivière faisait 2,7 km et qu'elle était entourée de différentes choses. Et donc, nous avons voulu avoir un schéma directeur pour cet endroit. Nous voulions ramener l'idée d'une rivière ou d'un canal ou de jardin, même créer des montagnes ou même une plage ou une patinoire. Enfin, quelque chose qui permette à la communauté de se retrouver, y compris dans un contexte urbain. Et nous avons fini par avoir l'idée d'une ferme dans la ville de Tokyo.
Donc, nous sommes allés voir ce canal de Tamagawa-Joshi qui a été finalement absorbé par l'asphalte et le béton, mais nous pensions que ça pouvait créer une véritable communauté. Donc nous avons voulu proposer la création d'un passage avec des fruits et des légumes qui pousseraient dans l'environnement de béton et de ciment de Tokyo. Et puis, vous voyez aussi les recherches démographiques qui montrent que les exploitations agricoles sont en déclin et que le Japon est obligé d'importer 60% de sa nourriture. Donc, la nourriture, c'est un gros problème étant donné le peu de terrain que nous avons pour faire pousser de l'alimentation et nous ne savons plus comment faire. Donc nous avons appris de différents exemples, dont Détroit dans les années 90, lorsque l'industrie automobile s'est écroulée là-bas. La ville est devenue l'une des villes à plus fort taux de criminalité. Elle avait été pratiquement abandonnée. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à faire des fermes et à créer des communautés, à rencontrer d'autres gens et à vivre de la production alimentaire. Et puis vous avez Cuba aussi. Après la disparition de l'Union soviétique, Cuba a connu de grosses difficultés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une révolution agricole dans la ville. Donc, nous avons appris de ces exemples et nous disons qu'il faut produire l'alimentation dans les villes parce que nous voulons garder des forêts qui ont mis une cinquantaine d'années à croître et qui risquent de mourir à cause du changement climatique ou des typhons. Il faut donc préparer des forêts pour la génération future, pour nos activités futures. Donc voici l'un des passages que nous proposons de créer, à côté d'ailleurs d'une autoroute, avec des activités pour les communautés locales, pour différentes personnes, ce qui permettrait d'avoir une ferme communale avec des marchés et différentes générations qui viendraient, des personnes âgées, des enfants, etc. Des gens que l'on ne rencontre pas normalement, mais qui se rencontreraient en tant que voisins à produire de la nourriture, des fruits et des légumes. Et puis, nous avons préparé les plantations de différents arbres pour créer des forêts et pour produire le genre d'arbres qui reconstituerait presque une jungle. Donc, nous sommes tout près de la ville, des bureaux, près d'une autoroute, mais nous avons conçu 2,5 kilomètres presque de jardins qui devraient continuer dans d'autres quartiers avec beaucoup d'idées difficiles, n'est-ce pas? Nous avons dû construire des modèles pour montrer la coexistence des parcs, de la nature et des fermes. Et l'un des grands défis que nous avons eus dans notre conception d'architecte, ça a été d'avoir des éléments à recueillir, à collecter, comme par exemple des pierres ou des morceaux de murs d'usines détruites. Ça a été l'un de nos défis qui n'était pas prévu au départ.
mais que nous avons essayé d'intégrer pour trouver. Nous avons dû chercher des entreprises qui pouvaient retrouver toutes ces pierres ou ces matériaux dont nous avions besoin. Et nous avons dû démontrer avec différents plans ce que nous pouvions faire comme typologie pour 2,5 km pour faire ce que nous voulions. Voici l'une des maquettes que nous avons montrées au public et qui montre différentes compositions pour créer des paysages avec tous les matériaux qui permettent de donner vie à notre projet. La construction a commencé l'an dernier dans l'un des quartiers. Nous commençons donc à construire la nature qui s'inscrit dans le projet. Et 6 mois plus tard, vous voyez que les plantes commencent à pousser et le public est tout à fait prêt à intervenir. Nous avons eu beaucoup de communication et d'activités qui ont commencé. L'une des régions a été terminée pour la saison des cerisiers en fleurs. Et nous allons continuer ici les constructions à venir dans les années futures. Donc, nous espérons qu'en 2027 ou 2028, nous aurons terminé ce grand paysage urbain. Le dernier projet est l'un des grands projets pour lesquels nous avons gagné un concours. Alors, nous avons remporté le concours en 2019 et l'achèvement est prévu en 2026. Comme vous le savez peut-être, Frank Lloyd Wright est peut-être un des plus grands architectes américains. Il est venu au Japon, à Tokyo, pour concevoir, pour être l'architecte de l'hôtel impérial. Or, l'hôtel impérial était un lieu très important de la fin de la période Edo, où le Japon s'est ouvert pour inviter des Occidentaux à venir résider à Tokyo, dans son endroit qui s'appelle l'hôtel impérial. Le Tokyo où je suis né, mais que je n'ai jamais vraiment exploré de façon archéologique, a traversé différentes phases, évidemment, comme toute ville. L'hôtel impérial a été le premier bâtiment conçu par Usura Watanabe et dans le style de la Renaissance allemande. C'est un hôtel à l'occidental pour des clients occidentaux. En 1923, Frank Lloyd Wright est arrivé pour ce projet fabuleux qui était l'hôtel impérial à Tokyo. Mais après presque un demi-siècle, après 47 ans, il a fallu construire un Japon plus international. Donc, dans les années 70, nous avons voulu un hôtel impérial de 3e génération. Presque 50 ans plus tard, donc l'hôtel impérial voulait donc pouvoir à nouveau inviter 11 architectes à participer à un concours. Nous étions l'un des cabinets d'architectes invités à participer à ce concours. Toujours avec des recherches de type archéologique, nous avons exploré quelle était l'histoire de cet hôtel impérial, mais également qui était Frank Lloyd Wright. Mais tous ces grands hôtels sont une invention humaine, un modèle d'hospitalité dans la société.
Depuis le début de l'hospitalité chez les Romains, certainement au XIXe siècle, ces grands hôtels ont été inventés, créés. Mais aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, les grands hôtels sont souvent donc dans des grandes tours, toujours plus haut, même au-delà de ce qui est autorisé. Donc, jusqu'au XXIe siècle, voilà ce qu'on a fait. Or, ces tours ont poussé de plus en plus près du ciel. Alors, on a dû se poser la question, si on regarde ces deux typologies, il y a la séparation du style new-yorkais vers le style de Chicago. Dans les années 20 et 30, ces deux styles se sont séparés. Ils ont faussé compagnie. La modernité est devenue un style international, puis mondial, toujours plus haut, toujours plus haut. Mais le style de Chicago a été un peu oublié. C'est pourtant Chicago qui est à l'origine des tours. Et ça fait partie donc de la maîtrise de Frank Lloyd Wright. Une partie de ces tours d'origine a été délaissée. Or, on se dit que ce maillon-là avec le passé fait partie peut-être des voies à explorer. Donc, l'impérial pouvait être construit de différentes manières. Autre défi de cet hôtel impérial était de faire partie de cette première génération et même la deuxième génération de Frank Lloyd Wright, tout en enseignant, donc en tirant les enseignements plutôt de ce que serait par anticipation la quatrième génération. Donc, nous avons remporté ce concours. Nous avons eu la chance de remporter ce concours. Et voici une des premières vidéos pour révéler l'approche par la ville, par la rue. Voici donc comment on arrive à l'hôtel impérial. Petit à petit, on s'approche de l'accueil, l'entrée de l'hôtel. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer davantage. Il faut attendre 2036. J'ai dit 26 tout à l'heure, c'était jusqu'à l'achèvement en 2036. Ça va faire partie intégrante de la ville de Tokyo. En dernier lieu, j'aimerais vous dire qu'en partant du musée national de l'Estonie jusqu'à la ferme 388 ou l'hôtel impérial, c'est toujours très important de parler de la mémoire du lieu, de l'espace et du temps. Le lieu et l'espace. Vous savez ce qu'il en est. Mais vous savez peut-être ce qu'il en est concernant le temps et la mémoire. Mais il faut trouver l'endroit où le lieu devient espace. Et comment trouver l'espace, le lieu dans l'espace? Il y a des ambiguïtés entre les deux. De la même manière que l'axe vertical, comment créer la mémoire dans l'espace-temps? Donc, pour approfondir un petit peu, le lieu, c'est une question de singularité. C'est un seul lieu, un seul et même lieu qui est irréplaçable. Il n'existe qu'un seul lieu. L'espace, en revanche, est infini. Je parlais au début de la création d'espace. C'est beaucoup plus qu'une conception. Plus vous construisez, plus vous avez d'espace. Mais dans cette salle, vous pouvez donc diviser la pièce en deux avec un mur pour faire deux lieux. Et l'espace peut se multiplier, ou les lieux peuvent se multiplier, pour créer
un nombre de plus en plus grand, plus en plus important d'espaces. Le temps, c'est l'axe de la continuité. On a tendance à dire, à citer l'année ou l'heure pour signifier où on se trouve. Mais le temps est continu et ne s'arrête jamais. C'est une continuité. Or, la mémoire, c'est un phénomène collectif. Je ne parle pas de la mémoire individuelle, je parle de la mémoire collective de la société. Si l'être humain ou les êtres humains commencent à perdre le fil de la mémoire, ils ne pourront pas continuer vers l'avenir. Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir concevable. L'architecture, de manière très importante, doit composer entre le lieu, l'espace, le temps et la mémoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.